Eh bien bonjour à toutes et à tous pour cette toute première vidéo d'une autre forme sur cette chaîne qui à la base était dédiée pour les shorts Disney à Tokyo. Je continuerai à en faire et de manière dilettante, quand l'envie m'en prendra, je vous ferai comme ça des petites vidéos moitié vlog, moitié réflexion, qui seront en général des réflexions sur les industries auxquelles je m'intéresse, à savoir la technologie et le jeu vidéo d'une manière générale. Des différences entre ce que je peux voir entre le Japon, la France et les États-Unis, surtout Japon et France, qui sont deux pays que je connais bien, et sinon des réflexions personnelles, relations humaines, etc. On verra comment ça évolue. Si ça évolue, rien n'est garanti. Si techniquement c'est mauvais, eh bien je m'améliorerai avec le temps. Je préfère faire ça de manière itérative et y aller honnêtement, tranquillement et en y prenant du plaisir et en laissant les défauts tels quels. Voilà. Vous aurez l'occasion de me connaître lors des différentes vidéos si vous me faites l'amitié de les suivre. Mais pour faire très simple, je suis français mais je suis résident permanent au Japon où j'habite depuis 13 ans maintenant. Et je travaille dans l'industrie du jeu vidéo depuis tout autant. Et c'est l'industrie, au-delà du fait d'y travailler, à laquelle je m'intéresse beaucoup, et que je suis et que j'en parle avec amis, collègues, connaissances, constamment tous les jours. C'est un petit peu une passion. Et ça tombe bien parce que c'est un petit peu le sujet que je voulais vous aborder aujourd'hui, sur le futur du jeu vidéo, sur des choses que je n'entends pas. Quand je suis sur YouTube, dans la presse, d'une manière générale, je pense qu'il y a un certain type de réflexion qui manque aujourd'hui. Et je viens rajouter mes 10 cents, mes 2 cents, comme on dit en anglais. Cette chaîne sur aussi, c'est la chaîne de l'anglicisme et du japonisme. À force, on oublie sa langue natale et tout se mélange. Et puis surtout, dans certaines langues, certains mots, certains idiomes expriment mieux certains sentiments ou certaines idées. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui est un petit peu longue aujourd'hui parce qu'il y a cette introduction, mais j'aimerais rester sur quelque chose de court, à chaque fois entre 10 et 15 minutes, et avoir une pensée qui est assez précise et ramassée, qui va droit au but. Si jamais c'est pas le cas, parce que c'est un cerveau qui fonctionne en tiroir, ou plutôt en scope, comme on pourrait dire dans un langage de programmation type objet, désolé. Voilà. Mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Et bien sûr, donc, parlant du futur du jeu vidéo, on entend beaucoup que, même si beaucoup s'y sont essayés et la plupart et même tous en fait, ont raté, que le futur du jeu vidéo est dans le cloud. À savoir que, on aura, c'est comme Netflix, c'est comme Apple Music, c'est comme Spotify, c'est comme ces services-là. On n'aura aucun temps de chargement et on aura accès directement au jeu vidéo qui sera streamé sur son téléphone, sur sa télé, sur sa Xbox, sur sa PlayStation, sur sa Switch, qu'importe la plateforme. Et qu'on a à la manière d'une vidéo Netflix ou YouTube, ce flux qui est calculé en direct et nous est envoyé en direct. Je pense que ça n'arrivera absolument jamais. Je me trompe peut-être. Et d'ailleurs, cette chaîne sera la chaîne des hot takes. Donc, ça fait partie du plaisir. Mais, je crois que il n'est pas possible aujourd'hui de le faire pour des raisons d'infrastructure et de logistique. Quand je commençais à travailler sur des installations cloud, pour faire du développement de jeux vidéo, donc avec des ordinateurs de développement qui demandent donc des gros GPU, on voulait travailler avec AWS. Et quelle ne fut pas ma stupeur et ma surprise de constater, après plusieurs rendez-vous et plusieurs
va-et-vient avec AWS qui nous disent qu'en fait, ils n'ont que quelques milliers de GPU dans le cloud, capables de faire ce qu'on voulait. Ce fut une grande surprise pour moi. Je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus répandu et c'est un petit peu ce qui a ouvert ma réflexion par rapport au cloud gaming. Si jamais il n'y a que quelques milliers d'instances pour des GPU professionnels, il y en a sûrement plus pour des GPU consommateurs. Donc les GeForce, du tirage annuel en gros. C'est évident. Mais toujours est-il que je pense que c'est une erreur que de faire le parallèle entre la musique, la vidéo et le jeu vidéo. Parce que ce sont 3 médias qui fonctionnent très différemment. Musique et vidéo, ce sont des flux qui ne font que descendre. On n'a que besoin de télécharger. On n'a pas besoin d'uploader. Il n'y a que du download, mais il n'y a pas d'upload. Et qui plus est, les évolutions dans ces flux, vu qu'ils sont en fait ce qu'on appelle du offline, à savoir qu'il n'y a pas de calcul en temps réel, n'évoluent pas avec le temps. Ça évolue évidemment, mais ça va être à les horizons de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quand Spotify décide du format audio qu'ils vont utiliser dorénavant, eh bien ils décident de ça une fois et peut-être qu'ils mettent un nouveau seuil de qualité une fois tous les 5 ans. Ils rajoutent du lossless, ils rajoutent un plus compressé, ils changent de codec audio, etc. Quand Netflix ou Disney Plus fait pareil, voilà, par exemple Disney Plus a rajouté le format IMAX Enhanced pour certains de ses films. Mais voilà, c'est à la marge. Et globalement, on a le même bitrate et la même résolution. Donc en gros, je ne sais pas combien on est sur du Netflix, mais je ne sais pas combien on est de mégabits par seconde, mais on est en gros sur du 4K de résolution. Et cela n'a pas vraiment changé en fait depuis 5 ans. Et il y a fort à parier que ça ne changera pas trop pendant 5 ans. Peut-être qu'à un moment on aura du 8K et encore. Mais bon, voilà, c'est défini. Tandis que le jeu vidéo, eh bien, le matériel nécessaire, forcément pour faire tourner un jeu vidéo, lui, évolue constamment, tous les ans. Ce réinvestissement dans l'infrastructure et dans la logistique doit être constant. Et le coût est énorme. Quand Netflix n'a pas vraiment besoin de changer ses machines pour le calcul des vidéos constamment. Si jamais aujourd'hui, Google Stadia, qui est un exemple qui s'est raté, le faire, mais en fait, évidemment qu'à terme, tous les 2 ou 3 ans ou 4 ans, grand max, Google Stadia doit évoluer et donner plus de GPU. Et c'est quelque chose, je pense, vu le marché actuel, qui n'est pas possible. On voit l'explosion des prix de la mémoire, du prix des composants. On voit cette génération qui en fait ne fait que tourner un petit peu, enfin, a pris du retard et avec le Covid et avec les problèmes de composants et finalement on est dans un genre de stagnation où on n'a pas encore passé globalement le cap de la PlayStation 4. On n'est pas encore à fond dans cette génération-là. Il y a beaucoup plus de cross-génération que par le passé. Et ben je sens mal en fait un gros investissement logistique très fort et infrastructurel très fort pour le futur du jeu vidéo. Je pense que, au contraire, ce qui va être très important, c'est de pouvoir faire tourner les nouveaux jeux sur les hardware que nous possédons déjà. Et donc là, globalement, c'est là où interviennent, plutôt que le cloud qui je pense n'arrivera jamais parce qu'il n'est pas scalable. Voilà. Il y aura toujours que quelques dizaines, centaines de milliers de GPU. Et aujourd'hui, il y a, en comptant les joueurs en mobile, 1,5 milliard de joueurs. Voilà. Donc en fait, c'est techniquement, l'opération mathématique ne fonctionne pas. À partir de là, quel est le futur ? Le futur est donc sur les machines que nous possédons ou alors que nous achèterons dans 5 ou 10 ans. La prochaine PlayStation, le prochain PC, le prochain iPhone ou le prochain Android. Cela ne va pas vraiment changer. Ce qui va changer, c'est les manières d'apporter du contenu dessus.
C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que le middleware, Unreal Engine 5, Unity, etc., permettent de faciliter justement le passage générationnel et le passage d'une plateforme à l'autre d'un jeu. Donc pas que ce soit facile, c'est toujours très complexe, mais c'est beaucoup moins dur qu'avant. Et ce que cela permet, je vais retourner sur la terre principale, qui est quand même bien plus jolie, c'est d'avoir un travail qui, même s'il existe, et il n'est pas négligé, c'est moins dur aujourd'hui de faire un portage sur une nouvelle console quand on utilise Unreal 5 ou Unity. Je considère que ça va exploser avec l'arrivée de Unreal Engine 6 qui a été officiellement annoncée en fait il y a assez longtemps par Tim Sweeney sur Twitter, enfin X pardon, avec cette notion qu'il va y avoir une fusion entre Unreal Engine 5 et UEFN. Et qu'est-ce que UEFN aujourd'hui ? Et finalement c'est une version light d'Unreal Engine 5 qui permet de sortir son jeu facilement dans Fortnite. Et on peut imaginer donc qu'Unreal Engine 6, comme ça a été explicité par Monsieur Sweeney, sera en fait cette fusion, ce merge entre Unreal Engine 5 et UEFN. Alors, ça, ce sont des propos tenus publiquement par le CEO d'Epic Games. Mais sans uniquement penser à Epic Games, on voit des offres comme Roblox, on voit des offres comme GTA Online par exemple, ou même comme Minecraft dans une certaine mesure, qui font évoluer un petit peu ce qu'on considère comme étant des jeux vidéo. C'est aujourd'hui évidemment assez limité, mais on voit bien que les plateformes ont tendance à vouloir se transformer en des endroits pour accepter ce qui est développé sur du middleware. C'est déjà plus ou moins le cas en fait. La plupart des jeux aujourd'hui sont faits sur Unity ou Unreal. C'est pas un pas de géant que d'estimer qu'à terme, ce sera plus uniquement que l'outil qui permettra de donner le binaire et le contenu, mais l'intégralité de la plateforme qui sera sur chaque machine. Si je ne suis pas clair, laissez-moi vous expliquer ça un petit peu plus profondément. Ce que je pense, c'est qu'une plateforme comme Fortnite va en fait devenir à terme Steam. Ou plutôt, va devenir une machine virtuelle où on fait tourner les jeux Unreal Engine. On peut y voir évidemment quelque chose de similaire à ce qui se passait pour Flash ou pour Java, qui sont en fait des machines virtuelles pour faire tourner le contenu de ces plateformes-là à l'époque. Ça va évidemment, il y a encore beaucoup de choses à définir, qui restent en fait à découvrir, et je pense que cela va être graduel d'année en année, si ce n'est en fait plutôt en 5, 10, 15 ans. C'est vraiment pas pour tout de suite. Mais je pense qu'il y a cette idée qu'à terme, on créera un jeu sur Unreal et on aura non pas une build Xbox, une build Android, une build Mac, une build la plateforme que vous voulez, mais on aura simplement le jeu qui sort dans Fortnite. Et ce Fortnite après sera disponible sur toutes les machines du marché, mais quand je dis Fortnite, n'imaginez pas le Battle Royale en fait. Ce sera, comme je vous dis, un genre de machine virtuelle, un genre de système d'exploitation, un genre de store. Quelque chose en fait entre la plateforme Java et Steam qui permet, magnifique dragon devant, qui permettra de faire tourner les jeux Unreal Engine. Je pense que le futur est plutôt là-dessus. Et quand on parle de l'IA, je considère un des grosses évolutions de l'IA à venir, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas assez, mais il faut regarder ce qui se passe au niveau du DLSS de NVIDIA, qui est en fait une solution d'IA qui vient traiter l'image, le render final, et vient un petit peu à la manière en fait d'un effet de post-process modifier cette image-là sur ce qu'on appelle le final pixel en fait, le dernier pixel, celui qu'on rend à l'écran. Eh bien, on peut imaginer en fait
une évolution où on aura des modèles d'IA qui, dans un même jeu, pourront donner des visuels différents en fonction de ce que le créateur définit. Je vais vous donner un exemple concret. On peut imaginer une série comme Dynasty Warriors, que vous connaissez très certainement. Dynasty Warriors a eu plein de versions et de moutures différentes. Certaines avec des skins de Zelda, d'autres avec des skins de Hokuto no Ken, d'autres avec des skins sur la guerre chinoise, d'autres avec les guerres du Sengoku au Japon. Et bien on peut imaginer en fait que un jeu comme ça deviendra en fait un espèce de grey box où seront définis les systèmes de jeu et on pourra dire à des IA donne-moi un skin Zelda, et là on aura l'équivalent d'un skin Zelda. Évidemment, cela pose un énorme problème, à savoir que ce n'est pas déterministe. Aujourd'hui, quand on demande à ChatGPT, on lui donne 2 prompts, le premier et le deuxième exactement identiques pour nous générer une image. L'image générée à la première et la seconde fois ne seront pas exactement les mêmes. Et ça, évidemment, pour un développeur de jeux vidéo, c'est inacceptable. Donc cela demande évidemment du travail, cela n'est pas pour tout de suite. Mais on peut imaginer à terme, un petit peu à l'image de ce qu'est un post-process aujourd'hui. Donc finalement, ce qui ressemble à finalement ce que fait le DLSS, ou même simplement des effets de post-process qu'on peut avoir sur un rendu. Par exemple, avoir un effet de blur ou ce genre de choses-là sur l'écran. Et bien ça pourra être fait par de l'IA qui viendra transformer le pixel final de l'image. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permettra de faire tourner des jeux qui sont très beaux sur des machines qui ont un hardware très limité. Et je crois que vraiment, plus que le développement du cloud, c'est cette idée de jeux vidéo qui va évoluer sur des machines qui évoluent de plus en plus lentement. Et il faudra faire des jeux de plus en plus beaux avec des machines qu'on arrête de changer pour un téléphone tous les 2 ans ou pour une console tous les 5 ou 10 ans. On voit que le public vraiment se coupe un petit peu de cette idée-là, de plus en plus. Et voilà, je pense que c'est ça le futur du jeu vidéo. C'est cette évolution de la notion de plateforme, à savoir que nous allons, plutôt que demain acheter son jeu, que ce soit en boutique ou que ce soit sur l'App Store ou que ce soit sur Steam, on aura ces machines virtuelles, moitié OS, moitié plateforme, c'est dur à dire, sur lesquelles tourneront un jeu qui pourrait être une machine Unity, une machine Unreal Engine, et sur laquelle en fait les développeurs, sans forcément passer par des publishers, et on aura beaucoup moins en fait d'intermédiaires qu'avant, pourront en fait vendre leur jeu aux joueurs, et ces derniers en fait quand ils le font tourner sur leur machine, le feront via en fait des jeux qui seront bien moins gourmands, mais qui seront en fait de plus en plus beaux, car avec cette idée en fait d'IA post-process qui, à mon avis, ne va pas tarder à montrer le bout de son nez. Et je pense que cela est un futur qui est bien plus plausible, en tout cas selon moi, qu'un avènement d'un Google Stadia ou d'un Netflix Games, qui de toute façon, comme vous le voyez, fait des jeux offline. Voilà. Donc c'est bien la preuve que on ne peut pas vraiment scaler autant de GPU pour autant d'users. Voilà, c'en est fini avec cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Parlons-en. Je vous donne cette magnifique vue sur un Family Mart. Les gens qui aiment le Japon reconnaîtront bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.